Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, votre rendez-vous emploi RH, c'est tous les jours, du lundi au vendredi, débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles, bien entendu. Bien dans son job, aujourd'hui on parle des salariés boomerang. Qu'est-ce que c'est exactement? On va en parler avec Jérôme Pierucci, les cofondateurs de Pierce Group, conseil en organisation, impacté justement par ce phénomène de salariés boomerang. Les entreprises s'engagent avec notre partenaire Un Jeune, Une Solution. À la rencontre, vous allez le découvrir, d'entreprises résolument tournées vers l'emploi. Nous accueillerons Valérie Daher, directrice générale de Break Poverty Foundation. On parlera de la pauvreté et de la DAT. Le cercle RH, l'apprentissage, coup dur, oui évidemment, une baisse de 5% des dotations. On va revenir sur ce système qui a très bien fonctionné, qui est un premier pas vers l'emploi, mais effectivement des dotations qui sont en baisse et qui inquiètent évidemment les acteurs du secteur de l'apprentissage. On fera le point dans le cercle RH, ce sera notre débat. Et puis en fenêtre sur l'emploi, les métiers de la nature, oui les métiers en plein air, mais ils ont le vent en poupe. On en parlera avec Philippe Poussin, secrétaire général du CNEAP. Voilà le programme tout de suite, c'est bien dans son job. Bien dans son job, vous savez la chanson Comme un boomerang, c'est une chanson de Dao je crois, on en parle avec, non pas de la chanson de Dao, mais on parle du phénomène des salariés boomerang et on en parle avec vous Jérôme Pierucci, alors cofondateur de Pierce Group, qui est un groupe de conseil en organisation. D'abord juste un mot de la fenêtre d'où vous allez nous parler, vous accompagnez des clients dans des stratégies et vous êtes impacté par ce phénomène de boomerang. Exactement. C'est quoi ce phénomène ? Avant de répondre sur le phénomène, nous on est un cabinet de conseil avec deux activités. On fait du consulting et on fait des opérations, c'est-à-dire la gestion quotidienne d'activités pour nos clients. On est 200 collaborateurs, on s'est créé il y a maintenant 10 ans. Voilà, et on accompagne nos clients sur leurs enjeux d'achat, supply chain et finance. Et donc la chaîne de valeur de notre intervention, elle part de la stratégie jusqu'à l'exécution. On est plus de 200 et présent en France et à l'international. Voilà, concernant les salariés boomerang, un mouvement d'évolution des salariés important concerne aujourd'hui le retour d'un certain nombre de collaborateurs au sein de Pierce Group. Alors avant, c'était mal vu, enfin, pour faire un tout petit peu d'histoire pour ceux qui nous regardent, c'est un phénomène qui vient anglo-saxon, qui consiste globalement à quitter une entreprise pour y revenir ensuite. Alors il y avait une raison valable à ça, j'ai lu un papier là, où la BBC d'ailleurs s'exprimait. La raison, c'était que souvent les managers disaient aux types qui négociaient un salaire, écoute, si tu veux gagner plus, tu pars à l'extérieur, tu vas gagner plus, puis tu reviendras chez nous. Ça partait de là en fait, le boomerang. Oui, ça partait de là. Moi, je me rappelle quand j'ai eu un job opérationnel dans un grand groupe français, on m'avait, le jour de mon départ, on m'avait dit tu reviendras pas. Donc ça fini. Manquait. Il n'y a pas de réembauche. Il n'y a pas de réembauche. La raison mobile n'était pas aussi claire que ça. C'était pas obligatoirement basé sur la rémunération, mais à l'époque, ça se faisait pas. Ça se faisait pas. Aujourd'hui, les entreprises évoluent sur cette question. La problématique du plein emploi fait que les entreprises ont besoin de réintégrer des collaborateurs, d'intégrer et de réintégrer des collaborateurs. Onboarder, offboarder et faire une sorte de mouvement permanent. Et réonboarder. Il y a un double phénomène. Il y a ce que l'entreprise ressent et elle évolue sur ce sujet. Ouais. Et puis il y a la relation du salarié qui, lui, et on le voit dans les études d'opinion, tous les acteurs du sujet nous disent 35-40% des salariés rêvent, pensent démissionner. Ils quittent l'entreprise parce qu'ils ont renversé la table, puis ils s'aperçoivent de quoi que l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Il y a un peu de ça quand même. Oui, aujourd'hui, le phénomène de salarié boomerang s'est accéléré avec cette question du plein emploi. Beaucoup de collaborateurs ont été à l'écoute des politiques de recrutement des grands groupes qui... par le passé, ont eu beaucoup de difficultés en termes d'attractivité et ces grands groupes ont mis la question du salaire sur la table. C'est-à-dire que les politiques de rémunération ont été très incitatives. Donc beaucoup de collaborateurs se sont posés des questions sur leur rémunération actuelle et ce qu'ils pourraient avoir dans un cadre différent. Donc oui, oui, on y revient. Exactement. Ils voient qu'à l'extérieur, il y a des annonces avec 10, 15, 20% de plus. Oui. Ils y vont. Ils y vont. Ils y vont parfois pour de mauvaises raisons, et ils reviennent. Qu'est-ce qui se passe quand ils reviennent? C'est qu'ils ont été déçus? C'est qu'il y avait une vraie stratégie à trois bandes?
En général, une étude est sortie, démontre que 60% des collaborateurs qui ont quitté l'entreprise aujourd'hui, pour des questions de rémunération, aujourd'hui se posent la question de réintégrer l'aventure dans laquelle ils étaient auparavant. Voilà, nous on est une société dont le projet était de créer une aventure assez unique et singulière pour l'ensemble de nos collaborateurs. Quelques collaborateurs sont partis dans des Big Four pour avoir une aventure peut-être un petit peu plus valorisante. Et sont revenus plus forts. La réalité entre la promesse qui a été évoquée par ces cabinets-là et la réalité derrière est différente. Donc ils sont revenus, en tout cas ils ont repris contact avec nous pour reparler d'un projet. Parce que pour les collaborateurs Boomerang, ce qui est important pour nous, c'est qu'ils soient à l'initiative d'un nouveau projet au sein du cabinet. Ça répond aussi à la problématique qu'on pourrait avoir de collaborateurs qui restent avec nous. Mais excusez-moi, ça veut dire aussi que quand on off-board, quand le collaborateur s'en va, il faut un travail qui est d'ailleurs assez peu fait, d'accompagnement de la sortie pour garder le contact. Parce que ça, c'est l'off-boarding. Autant l'onboarding est plutôt traité, mais autant l'off-boarding est mal traité. Tout à fait. En tout cas, nous, ce qui est important, c'est de plus en plus de comprendre la raison du départ et d'avoir une étape un peu forte. C'est la clé. Avec les collaborateurs pour savoir quelle est la raison. Ça, c'est votre action dans votre entreprise. Dans l'accompagnement, c'est de dire attention, diagnostiquer pourquoi il s'en va. Exactement. Voilà. Et prendre un moment d'échange un peu libre pour comprendre l'aventure qu'ils ont vécue, là où on aurait pu progresser, en tout cas quelles sont les actions que nous on doit entreprendre en parallèle, et puis évoquer cette raison de départ. On fait quoi? Là, vous êtes dans l'amont avec vos clients, vous leur dites attention, faites attention, on peut en sauver ou il faut accepter ce mouvement, ce phénomène et dire après tout, on s'y adapte? Alors tout le monde, en tout cas pour nous, tout le monde n'a pas vocation à revenir dans l'entreprise. Il y a cette question du projet qui est très importante. Nous, si on prend la décision de réonboarder un collaborateur, c'est que cette décision, elle est partagée en interne. Elle se base sur un nouveau projet pour nous également. Voilà, il y a une nouvelle trajectoire à créer et c'est ça qui est essentiel dans la décision du retour du collaborateur chez nous. Oui, enfin j'entends quand même que quand on quitte pour un grand groupe, parfois on revient vers un plus petit parce qu'on est mieux encadré, qu'il y a un vrai projet. Il y a un projet managérial qui est complètement différent dans un groupe comme le nôtre et dans un grand groupe ou dans des startups, parce que les startups ont été des grands recruteurs jusqu'à présent. On va voir avec la crise du financement comment ça va se passer. C'est vrai. Oui. Et eux aussi ont connu beaucoup de navettes et de va-et-vient, parce que c'était d'ailleurs l'esprit de la startup. Merci Jérôme Pierucci de nous avoir éclairé sur ce phénomène, je dirais très général, très mainstream, j'allais dire, mais qui vous impacte aussi et qu'il faut essayer de canaliser, d'organiser. Cofondateur de Pierce Group, 200 collaborateurs en France et à l'international. J'ai senti que c'était important de le préciser. Groupe en conseil et en organisation. Merci de nous avoir rendu visite. On tourne une page, on s'intéresse aux entreprises qui s'engagent pour l'emploi. On vient d'en parler avec notre partenaire Un Jeune, une solution. C'est tout de suite. Les entreprises s'engagent avec notre partenaire Un Jeune, une solution. Chaque semaine, une entreprise, une organisation qui s'engage résolument vers l'emploi. Et on en parle avec Valérie Daher. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Directrice générale de Break Poverty Foundation. C'est une fondation incroyable qui fait plein de choses sur le numérique. Mais nous, on va s'intéresser aujourd'hui à la pauvreté et à l'emploi des jeunes. D'abord, quelques mots quand même pour resituer un petit peu la communauté d'entreprise à laquelle vous appartenez. Qui sont une communauté de 60 000 entreprises, 101 clubs départementaux, et ça va faire le lien d'ailleurs avec votre action, et 300 personnes mobilisées partout en France. Ça, c'est l'esprit général. Et puis, il y a la Fondation qui a décidé de s'engager résolument pour l'emploi et l'accompagnement de ces jeunes pauvres. D'abord, quelques chiffres pour qu'on situe l'enjeu et les enjeux, parce que le grand public n'a, je crois, pas conscience de la situation de ces jeunes. Tout à fait, effectivement, c'est important de les rappeler. Donc aujourd'hui, 14% de la population française vit en dessous du seuil de la pauvreté. Ça représente environ 9 millions de personnes dans notre pays. Et parmi eux, 50% sont des jeunes de moins de 30 ans. Un jeune sur 5 dans notre pays vit en dessous du seuil de pauvreté. Donc c'est un premier constat qui appelle des solutions immédiates et surtout urgentes. Mais je dirais que la pire des choses derrière en fait, ces chiffres, c'est que la plupart de ces jeunes enfants et de ces jeunes sont condamnés à la pauvreté à vie, puisque dans notre pays, il faut en moyenne
moyenne 6 générations pour qu'un descendant de famille pauvre puisse accéder au revenu médian. Une forme de déterminisme finalement. C'est un déterminisme social extrêmement fort. Ce chiffre de 6 générations place la France à l'avant-dernier pays de l'OCDE en fait en matière de déterminisme social. Là où, dans d'autres pays, comme le Danemark, par exemple, il faut uniquement 2 générations pour sortir de la précarité. Donc on voit ici, en fait, une véritable trahison de la promesse républicaine. Dans notre pays, lorsqu'un enfant grandit dans un environnement défavorisé, il est quasiment condamné d'être un adulte pauvre, et ses enfants aussi, ses arrière-petits-enfants aussi, et ses arrière-arrière-petits-enfants aussi. Malgré un modèle social très redistributif, puisqu'on le vante comme le modèle qui redistribue le plus. Tournons-nous vers l'action concrète, parce que ce qui est intéressant, c'est que vous alliez voir évidemment le site de la Fondation, peut-être même donner, parce que c'est intéressant. Vous vivez sur la donation, il faut quand même le préciser. Votre idée, la philosophie, c'est de mêler l'État, l'entreprise, la Fondation, qui va d'ailleurs dans l'esprit du maillage du GIP sur les entreprises s'engagent. C'est accompagner ce maillage, récolter de l'argent, et pour être concret, le donner à des associations. Est-ce que c'est bien ça le cheminement ? Exactement ça. En fait, notre conviction, c'est qu'aujourd'hui, lorsqu'un enfant défavorisé échoue à l'école, ce qui arrive souvent, sa seule chance de sortir de la précarité, c'est le travail. Et pour cela, en fait, il faut rapprocher ces jeunes qui sont souvent très très éloignés du monde de l'entreprise, Et pourtant, ces jeunes, en fait, souvent sont représentés par des associations qui sont assez éloignées du monde de l'entreprise ou par des travailleurs sociaux qui ont souvent choisi ce métier parce qu'ils ne voulaient pas travailler en entreprise. Et donc, il y a un enjeu hyper fort à rapprocher ces deux mondes. Vous soulevez un point essentiel quand même, là, par les travailleurs sociaux qui ne connaissent pas l'entreprise ou qui d'ailleurs ont choisi ce métier parce qu'ils ne voulaient pas être en entreprise. Ce qui, de vous à moi, pose un petit sujet quand même. Alors, ça pose un sujet, mais effectivement, aujourd'hui, on a un problème de représentativité en fait, de ces jeunes qui, finalement, n'ont aucun lien avec le monde de l'entreprise. Ce qui est intéressant, c'est que souvent, on voit les quartiers les plus défavorisés qui jouxtent les zones d'activité. Lorsque vous posez la question aux jeunes de qu'est-ce que vous voulez faire en fait, plus tard, ils ne se projettent même pas dans un quartier qui est à 100 mètres de chez eux et qui réunit toutes les entreprises. Donc, on voit à quel point les jeunes sont très éloignés de ce monde-là. Concrètement, des actions concrètes menées par des associations, parce qu'il y a de l'argent qui leur a été donné. J'ai vu que ça avait commencé, alors peut-être me trompais-je, mais à Romans-sur-Isère. Tout à fait. C'est incroyable. Pourquoi Romans-sur-Isère dans la Drôme ? Alors, ce programme que l'on a conçu et qui est aujourd'hui... Le DAT, en fait, voilà, la dotation d'action territoriale. Donc c'est un programme qui est aujourd'hui inscrit dans la stratégie nationale de lutte contre la pauvreté que nous avons effectivement testé à Romans-sur-Isère. Alors pourquoi Romans-sur-Isère ? Parce que la maire de Romans-sur-Isère est une ancienne chef d'entreprise, donc je pense particulièrement sensible en fait au rôle que les entreprises peuvent jouer en matière de lutte contre la pauvreté. Et puis c'est vrai que Romans-sur-Isère a vécu en fait de nombreuses crises. La chaussure, le cuir. Exactement, qui a complètement disparu en fait dans cette ville, laissant derrière elle de nombreuses familles au chômage et donc des taux de chômage qui sont souvent 2 fois en fait ceux de la moyenne nationale. Et en fait, à Romans-sur-Isère, nous avons testé un dispositif qui est très simple, qui consiste à mettre autour d'une même table la collectivité locale, des associations qui sont porteuses de solutions concrètes au service de la lutte contre la pauvreté des jeunes et les entreprises de ce même territoire. C'est ça l'enjeu, c'est d'avoir les entreprises. Exactement. Elles n'existaient pas avant, elles étaient absentes. En fait, aujourd'hui, à l'échelle française, 9% des entreprises font du mécénat. Moins d'une entreprise sur 10 fait du mécénat. Et lorsque vous zoomez sur le mécénat à caractère social, c'est très faible. 20%. Donc on a 2% des entreprises françaises qui s'engagent sur ces sujets, alors que lorsqu'on leur donne les moyens de le faire, en fait, elles le font bien volontiers. C'est-à-dire que notre dispositif, il part en fait, je dirais, d'une méthode très simple. On part d'un diagnostic du terrain. On va chercher à comprendre où sont les pauvres en fait de la ville, quelles sont les solutions qui sont à leur disposition en fait pour les aider, quels sont les besoins qui ne sont pas comblés. Et on va proposer ces solutions très concrètement sous forme de business plan à des entreprises pour qu'elles s'engagent pendant 3 ans à financer ces programmes. Pour être concret, ces entreprises les embauchent, les intègrent, leur proposent des programmes ou c'est l'association en tripartie qui les accompagne ? Alors c'est souvent l'association qui les accompagne, mais pas que. C'est-à-dire effectivement, le principe du partenariat au départ, c'est de demander à l'entreprise du territoire d'aller financer tel ou tel programme dans son territoire, dans sa ville, auprès de ses jeunes, dans son quartier. Et ces programmes sont portés par des associations. Mais ce qu'on voit en fait dans un second temps, c'est que les entreprises s'engagent au-delà puisqu'elles vont engager leurs collaborateurs, mais elles vont également s'engager en fait elles-mêmes dans le soutien aux jeunes en les accueillant en stage, en les accueillant en fait sur de l'alternance. Donc on voit finalement qu'on rentre par la porte mécénat, mais que finalement l'engagement des entreprises va bien au-delà. Juste un mot parce qu'il nous reste très peu de temps, mais j'ai vraiment envie qu'on refasse un débat autour de ces questions d'engagement des entreprises et du rôle des fondations. C'est un sujet immense.
Les résultats, pour l'instant, vous avez déjà un tableau de bord, quelques chiffres? Oui, alors pour chaque dotation d'action territoriale, c'est en moyenne 3 000 jeunes qui sont accompagnés, 6 à 7 associations, 200 000 euros levés par an, et donc des jeunes qui à 80% voient une sortie positive en fait dans leur parcours, donc qui trouvent une formation, qui réussissent en fait dans leurs résultats scolaires et qui donc en fait peuvent briller un avenir meilleur. Allez sur le site de cette fondation Break Poverty Foundation. Il y a évidemment ce dispositif DAT avec les territoires, mais il y a d'autres dispositifs autour du numérique, de la connexion. Et on aura peut-être l'occasion d'en reparler. Merci de nous avoir rendu visite, de nous avoir éclairé et de nous avoir fait découvrir l'action très concrète menée dans nos territoires. Et d'ailleurs, ce n'est pas qu'en Ile-de-France, parce qu'on n'a pas cité Béthune, il y a Nantes. C'est partout en France. Et aujourd'hui, avec les clubs, les entreprises s'engagent. C'est effectivement avec le relais de tous ces clubs partout en France. Je rappelle, on vous allez le découvrir d'ailleurs, le site Les entreprises s'engagent, qui est un maillage, qui est un réseau. Il n'y a pas que des fondations, il y a aussi des entreprises dans ce réseau. On va voir l'adresse qui s'affiche. Voilà, lesentreprises-s'engagent.gouv.fr si vous voulez faire partie de ce réseau et vous engager comme Break Poverty Foundation. Merci beaucoup Valérie Daher. Merci pour votre... On fait une courte pause. D'ailleurs, ça fait écho avec le sujet qu'on vient d'évoquer sur la pauvreté des jeunes. On parle de l'apprentissage. Vous avez vu, il y a un petit coup de rabot, 5% de baisse des dotations. Les acteurs du secteur s'inquiètent, se sont inquiétés. Il y a eu une grosse pression pendant l'été. On va faire le point sur l'apprentissage, sur son coût, mais aussi sur ses résultats avec des experts de ce dossier. C'est juste après la pause, ce sera le cercle RH. Le cercle RH, notre débat quotidien sur Smart Job. On s'intéresse à l'apprentissage. Ça a cartonné l'apprentissage, 720 000. Alors c'est un peu compliqué d'avoir les chiffres exacts parce qu'il y a les entrants, les sortants. Globalement, c'est le chiffre qui a été évoqué dans la presse. Largement supérieur aux 290 000. Ça a cartonné. Simplement, ça a un coût. Et c'est vrai que vous avez peut-être suivi l'actualité cet été à la plage ou à la montagne où effectivement le président Macron avait un choix difficile à faire. Il fallait réduire évidemment ce que ça coûtait et il fallait mettre un coup de rabot. Alors c'est vrai que les acteurs du secteur se sont mobilisés et on dit c'est pas possible, il faut continuer à maintenir les dotations et on va faire le point. Est-ce que l'apprentissage est en danger ou pas? Est-ce qu'il est remis en question pour des raisons purement financières et de coûts? On en parle avec mes invités. Claire Kécha, merci d'être avec nous, déléguée générale des acteurs de la compétence. Alors vous avez rebaptisé les acteurs de la compétence, auparavant c'était la Fédération française de la formation professionnelle. Voilà, et ça c'est le nouveau nom parce que certains peuvent être un peu perdus, mais les acteurs du secteur connaissent très bien évidemment l'action que vous menez. Antoine Fouché, président de Quintet Conseil, alors spécialiste de ces questions, puis il faut quand même raconter votre histoire, directeur de cabinet de Madame Pénicaud, loi de 2018, tout ça part d'une loi de 2018 que vous avez bien suivie et qui avait donc créé France Compétences, qui était l'opérateur, qui était chargé de gérer les certifications et les dotations évidemment, et c'est évidemment France Compétences qui est un peu dans le viseur, 4,6 milliards, c'est ça de déficit. Plus même. Un peu plus. J'ai vu que le gouvernement avait remis au pot, comme on dit, pour essayer de combler le déficit. Il faut faire des économies. Pascal Picot, merci d'être là. Président de la FNADIR. Alors c'est un acronyme un peu complexe, mais vous avez, c'est le réseau des CFA. Et cet été, vous n'avez pas eu de vacances parce que vous étiez mobilisé, justement, et je vous donne la parole à vous en premier, pour dire à qui, peut-être au président de la République, comme dirait dans le film, pas touche à l'apprentissage. Oui, on peut dire que cet été, on s'est mobilisé pour essayer de réduire ce paradoxe. Dans votre présentation, effectivement, il y avait tout. C'est à la fois on veut soutenir, à la fois on n'a jamais vécu une vraie réforme sur le précédent quinquennat qui a fait qu'on est aujourd'hui à ce niveau de développement. Et en même temps, quand on regarde dans la finesse du trait, on a des situations aberrantes. Je prends le terme aberrant puisqu'il est aujourd'hui utilisé, sur des effets de bord. Et vous l'avez dit, d'un travail de régulation, puisque c'est un des principes de la loi, les branches décident, France Compétences et donc l'État régule. C'est la tour de contrôle France Compétences, c'est une institution importante. On peut dire la tour de régulation, on va le dire comme ça. Et donc il y a eu des effets de bord parce que l'exercice qui a été fait, que nous on remet un peu en question avec des tableurs Excel, un peu en chambre, n'est pas tout à fait abouti. Et je pense qu'il mérite d'avoir les acteurs dès son organisation et sa mise en œuvre. Vous avez un peu réussi, puisqu'en fait, il n'y a qu'une baisse, là, depuis le 1er septembre, de 5%. Vous faites une moue, non? Vous avez gagné le combat ou pas? Parce que c'est ça, il y a un bras de fer, c'est quand ce même. Que je dis, on a sauvé les aberrations, mais on n'a pas... il faut continuer le travail. Alors, on a des engagements du ministère qui va nous inviter pour qu'on discute, mais tout reste à faire.
Antoine Fouché, je reviens à l'histoire de cette loi, parce que vous étiez dans la salle des machines. C'est une loi essentielle, puisque la France était toujours comparée à l'Allemagne, l'apprentissage. Combien de débats j'ai fait sur ce sujet, où on était vraiment le petit pousset. La France a réussi son pari. Elle a réussi à embarquer près de 800 000 jeunes, j'arrondis, vers l'apprentissage. C'était du jamais vu. Pourquoi ce coup de rabot? Pourquoi ce coup de frein? Purement pour des raisons d'équilibre budgétaire, puisque la Cour des comptes a épinglé d'ailleurs le dispositif et France Compétences en disant oui, tout ça, ça marche très bien, mais ça coûte trop cher. D'abord, je confirme les chiffres que vous avez donnés. Ça faisait 10-15 ans qu'on était autour de 300 000 entrées en apprentissage par an à peu près, réforme après réforme, des réformes tous les 3 ans à peu près, aucune qui change rien à rien. Et la réforme de 2018, c'est plus qu'une réforme, je pense, c'est une transformation. On a fait reset sur le système, c'est-à-dire pour une fois, on a rebâti un système en entier en partant du besoin des acteurs, c'est-à-dire les CFA, les jeunes et les entreprises, et on fait x2 en moins de 3 ans, alors qu'encore une fois, ça stagnait depuis 10 ans. Et je pense que c'est vraiment ça. Une révolution, réellement. C'est vraiment une. Ouais, à l'époque, on avait appelé ça une révolution copernicienne parce que peu importe si ça fâche les acteurs, et on s'est fâché avec beaucoup de monde pour faire la réforme. La concertation, à la fin, il ne faut pas que ça aboutisse à ce que tout le monde soit d'accord sur tout, parce que sinon, ça veut dire qu'il n'y a pas de réforme. Donc, il faut juste avoir ça en tête aussi quand on fait des vraies transformations pour le pays. Et l'objectif, c'était de refonder un système en partant du besoin des acteurs. Et je pense que vraiment, c'est pour ça que ça a explosé et qu'on est, comme vous l'avez rappelé aujourd'hui, à près de 800 000 jeunes. Pourquoi le coup de rabot en 1 seconde là maintenant 20. En 20 secondes. Parce que quand même, dans la fixation de ce qu'on appelle les coûts contrats, c'est-à-dire le prix par contrat d'apprentissage, la relation avec France Compétences, France Compétences, comme l'a dit Pascal, il y avait des aberrations. C'est vrai. C'est-à-dire, il y a encore des coûts sur lesquels les marges sont trop importantes et l'argent public, il n'est pas fait pour faire des marges de 30, 40, 50%. Sauf que, et c'est ça qui a coincé, c'est pas là où il y avait des aberrations que les baisses étaient les plus fortes. Ouais. On va y venir parce que c'est des détails un peu pointus. Il faut rentrer par métier. J'ai vu que la mécanique, par exemple, disait, nous, si les coûts formation qui nous sont versés en CFA sont maintenus, on n'est pas sûr de pouvoir maintenir des classes de 15, donc une qualité d'enseignement optimale. On fera des classes de 30. Et c'est plus compliqué d'apprendre la mécanique quand on est 30 que quand on est 15. Enfin, toutes ces questions sont posées. Quel est votre sentiment? Parce que tout le monde était d'accord pour dire il faut quand même faire attention aux coûts. L'aide est quand même assez importante pour l'entreprise. Je ne dis pas qu'il y a eu un effet d'aubaine, mais c'était très encourageant pour une entreprise, quelle que soit sa taille, d'aller embaucher un apprenti, alors de moins de 18 ans, plus de 18 ans, parce que les coûts n'étaient pas les mêmes, les aides n'étaient pas les mêmes. Il y a eu un effet d'aubaine ou pas? Alors d'abord, moi, je voudrais mettre en avant ce qui a été souligné, c'est-à-dire que cette réforme, elle a été faite avec les acteurs. Et nous, c'est ce que l'on Pas tous d'accord? Pas forcément d'accord, d'ailleurs. Les régions, essentiellement, qui étaient en désaccord. Et bien sûr. Mais également l'appareil de formation, etc. Et nous, c'est ce que l'on prône aujourd'hui, c'est d'être partenaire également du gouvernement pour pouvoir maintenant rentrer dans la phase de régulation, comme vous l'évoquez. Deuxième point, l'apprentissage, c'est un investissement, et c'est un investissement qui est rentable aussi pour les finances publiques. Passer de 400 000 jeunes à 1 million de jeunes en apprentissage, où seraient ces 600 000 jeunes autrement? Donc, et quel coût ils auraient pour la collectivité? Donc je pense que déjà, c'est d'élargir un petit peu le sujet. Après, comme vous le dites, pour éviter ces effets de bord, et on est bien conscient, nous, organismes de formation, CFA, etc., qu'on ne va pas faire 1 million au même prix unitaire, au même coût unitaire qu'on faisait 400 000, c'est évident qu'il y a des économies d'échelle à trouver, qu'il y a des nouvelles pédagogies qui se mettent en place aujourd'hui, qui permettent d'accompagner différemment et de manière plus personnalisée les apprentis, puisque c'est quand même de l'accompagnement aussi. Donc on est conscient de ça, mais quand vous dites nouvelle pédagogie, ça évite la classe, on fait de l'individualisation, on fait du digital learning, on recrée de nouveaux concepts de formation. Notamment, on partage des ressources, on travaille en petits ateliers, enfin, c'est des pédagogies complètement nouvelles. Et moins coûteuses. Alors attention, ça ne change pas toute la pédagogie, ça s'ajoute, ça permet de sécuriser ceux qui le peuvent. Mais je voudrais mettre les pieds dans le plat. Les entreprises, c'était 5 000 et 8 000 euros, c'est ça, je dis pas de bêtises, moins de 18 ans jusqu'à la fin de l'année. Est-ce qu'il n'y a pas l'idée, alors c'était un débat qui était posé sur les aides à l'énergie, quand on est une grosse entreprise, peut-être qu'on peut faire un effort plus important en fonction de ses résultats, parce que tout le monde a le même tarif, c'est 5 000, 8 000, qu'on soit une TPE ou qu'on soit une multinationale. Enfin,
Est-ce qu'il n'y a pas une réflexion à amener de ce côté-là? Moi, je pense qu'il y a une réflexion à amener. Enfin, et ça reprend la bonne gestion des fonds publics. Je suis totalement d'accord. Ça aiderait France Compétences. Hein. Non, mais on est tous d'accord qu'il faut gérer les fonds publics de façon harmonieuse et en bonne et due forme, j'allais dire. Mais ça revient aussi à notre modèle. Quand Antoine dit effectivement les marges, dans notre nouveau modèle économique, nous, les CFA, les acteurs, on doit en faire. On n'a pas le choix. C'est qu'est-ce qu'on fait des marges. Vous êtes une entreprise. Voilà, et comme une entreprise, si c'est pour continuer à développer l'innovation, continuer à investir, je rappelle que dans la raquette, il y a un sujet sur les investissements, et notamment les investissements lourds aujourd'hui. Hein. On a une même assiette de financement. Vous voulez dire pour acheter des machines, pour acheter des outils, pour acheter tout ce qui... Les locaux. Voilà, bien sûr. Pour refaire un internat, quand vous êtes en milieu rural et que vous voulez faire venir des apprentis sans les déplacer tous les jours, il faut un internat. Vous avez une baisse de dotation de 5%, on est d'accord. Hein, ça, c'est le en moyenne. En moyenne, Ouais. on est d'accord sur ce chiffre-là. Oui. Et puis, à la revoyure, excusez-moi, en 2023. Oui. On est d'accord. Pour l'instant, alors là, on a un petit Avec doute. une nouvelle réduction. On a un petit doute. Est-ce que ça va être au mois d'avril ou au mois de septembre? Là, il y a eu des choses. Antoine Fouché, je vous ai vu réagir sur les entreprises, parce qu'on parle trop du volet formation, CFA et réseau, mais est-ce qu'il y a une réflexion à mener sur l'entreprise, même si elle a bénéficié que ça aide ses jeunes? Est-ce qu'il n'y a pas moyen de moduler, de jouer en fonction de la taille, de lui faire un effort supplémentaire et pas le faire peser sur les épaules des formateurs ou des sociétés de formation? Non, si, mais tout à fait. Et deux choses là-dessus. Un, vous avez complètement raison de dire, mais pourquoi est-ce que c'est les mêmes aides pour tout le monde, 5 000, 8 000? Est-ce que la multinationale, elle a les mêmes besoins que la TPE? On est d'accord. Évidemment, c'est non. Ceci étant, quand on met en place des aides publiques, c'est l'éternel débat. Soit on fait simple et du coup on assume des effets d'aubaine, soit on fait compliqué. Et du coup, il y a peut-être un peu moins d'effets d'aubaine. Mais donc, du coup, là. C'est vous qui le dites, un effet d'aubaine. Hein. Est-ce que. Non, mais c'est sûr, je veux dire, il y en a. Ça ne veut pas dire que c'est ça qui domine. Non. Mais il y a eu un effet. Il y en a eu, mais c'est toujours pareil quand on met, encore une fois, et il n'y a pas que là-dessus, quand on met en place des aides simples et lisibles. Elles étaient claires, celles-là. Forcément, à un moment donné, il y en a qui en profitent. La question, c'est il ne faut pas qu'il y en ait trop par rapport au nombre de vocations ou de contrats en plus qu'on suscite grâce aux aides. Mais clairement, la direction maintenant, ça va être peut-être un meilleur ciblage, y compris sur les grandes boîtes. Est-ce que les grosses entreprises ont besoin ou pas, sachant que toutes les 7000 entreprises de plus de 250 salariés en France ont déjà une obligation de 5%. Oui. Donc, est-ce qu'en plus, il faut leur mettre des aides? La question est ouverte. Bien sûr. Puis le niveau. Le niveau 5 000, 8 000, avant c'était 4 000. Avant, il y avait déjà des aides quand même. Hein. Oui. C'était 4 000 euros. Bon, 5 000, 8 000, est-ce qu'on baisse un petit peu? Ça va être la question devant nous. Et donc les débats, c'est sur les deux plans là. Hein. Il y a à la fois le coup de rabot et le niveau. Et le niveau. Et peut-être ce qui justifie, en une seconde, ce qui justifie peut-être aussi, en plus de réfléchir à ça, c'est que en ce moment, c'est plus les entreprises qui ont besoin des jeunes que les jeunes qui ont besoin des entreprises. C'est-à-dire que toutes les boîtes cherchent des ressources. On n'a jamais eu autant de difficultés de recrutement dans notre pays depuis qu'on le mesure, c'est-à-dire depuis 40 ans. Depuis 40 ans. Et donc, de toute façon, on peut se dire que dans ces conditions-là, les entreprises cherchent, aide ou pas aide, elles ont besoin d'embaucher. Et donc, c'est quand même un peu l'occasion de se dire, on peut baisser un peu. Dans une réflexion de réforme de l'assurance chômage, où on dit qu'il y a un bonus-malus en fonction de l'activité. Ça serait logique. Bah oui. Parce que les aides, il ne faut pas les voir. Allez-y, Claire, vous voulez intervenir peut-être et je vous donne la parole. Dans quel état d'esprit vous êtes, vous, là, aujourd'hui? Alors, nous, on aimerait bien également qu'il puisse y avoir une régulation du dispositif en le tirant par la qualité. C'est déjà le cas grâce à Calliope, etc. Allons un peu plus loin. C'est quoi la qualité d'un processus d'apprentissage? Probablement l'insertion dans l'emploi, le taux de poursuite d'études, le taux d'abandon. Et là, nous sommes partie prenante. Et donc, au-delà, et on est conscient sur la méthode, on souhaite améliorer la méthode. Il y a de la rupture, il faut le dire. Il y a un taux de rupture. Il y a un taux de rupture important. Entre 25 et 30%. Mais clairement, et donc, justement, comment tirer le système vers le haut et rémunérer et inciter et accompagner pour qu'il y ait moins d'abandon? Ça, c'est un sujet vraiment important, le taux de rupture, parce qu'on parle de ces NEET, de ces jeunes sans diplôme qui ont pu avoir un accès à l'emploi par ces apprentissages et ça échoue. Qu'est-ce qui leur manque? Pourquoi ça rompt? Choix du métier, choix de la filière, mauvais encadrement du tuteur, qu'est-ce qui se passe? Probablement un peu de tout, c'est-à-dire que c'est vrai que le tutorat est extrêmement important, et là on revient sur le lien avec l'entreprise. Il y a un vrai sujet sur l'orientation professionnelle, pour les jeunes et pour les adultes d'ailleurs, on parle aussi d'adultes en conversion. Donc d'une manière générale, il y a sûrement à revoir par rapport à l'image des métiers, par rapport à l'attractivité, aux conditions d'exercice des métiers, vraisemblablement.
Ouais, mais Allez-y. justement, je pense que c'est intéressant, ça, la modulation, la question de la modulation, mais que ce soit pour les CFA ou pour les entreprises, c'est la question de quelle politique on veut d'apprentissage pour les 10 ans, voire plus, à venir. 2030, on sait qu'il y a un sujet sur les compétences quand même en France, si on ne se bouge pas. Nous, ce qu'on propose à la FNADIR, c'est de réfléchir justement sur cette qualité d'accueil et transformer ces aides et les ramener sur l'origine, c'est l'accompagnement, l'effort de formation. Mais vous les voyez, ces jeunes, vous, dans votre réseau, qui arrivent dans des filières non pas bouchées, hein, on en a besoin, mais le jeune vous dit, mais je ne vais pas aller en boucherie, on m'a envoyé en boucherie, je suis en CFA, j'ai rien à y faire, ou je pars en poissonnerie, j'ai pas envie. Oui. Enfin, je sais pas. Alors ça, c'est la question de l'orientation. Non, mais c'est un gros sujet fondamental notre chantier qui justifie une des parties des ruptures. Ouais. Ben, moi, je pense qu'il y a la question de donner la vérité des métiers et la vérité de l'insertion. Oui. Et ça, c'est important aux jeunes et aux familles, il ne faut pas mentir. Ah oui. Mais par contre, il y a un travail de redorage, j'ai envie de dire, de certains métiers. Et ça, c'est les branches qui sont au cœur. Nous, les CFA, les acteurs, on va tout faire pour les accompagner. Mais aujourd'hui, pourquoi c'est réussir un métier? C'est réussir sa vie, globalement. Il faut travailler globalement Ah sur oui. ce que ça veut dire s'insérer dans cette entreprise. Mais je vous ai vu Et dans sourire. cette société. Les défections 30, ça se peut se réduire. Encore, il y a un vrai. Au-delà de l'aspect financier de la Cour des comptes qui épingle France Compétences, ça, c'est l'enjeu financier, mais aussi un enjeu sociologique. C'est-à-dire que pour que ça fonctionne, il faut que celui qui s'engage dans la filière d'alternance, derrière, ça débouche. Ouais. Et pour 25% des cas, un peu plus, ça débouche pas bien. Ou ça débouche mal. Alors, le truc derrière la rupture, c'est que parfois, il y a rupture et après, on prend un autre contrat. C'est ça. Soit dans la même filière, Ou on soit- change de filière. Ou on change de filière. Donc, c'est ça qu'il faudrait mesurer, le taux d'abandon. Et à ma connaissance, on n'a pas le chiffre assez exact. fine. Ouais. Dit quelle est la proportion de jeunes apprentis qui paument leur année. Ils passent de mécanique en charpenterie, quoi. Pour dire Ou ça. à rien, parce que mécanique en charpenterie, à la limite, c'est pas grave, parce que c'est normal de chercher, de pas trouver tout de C'est suite. celui Enfin, qui se retrouve on peut dehors. pas dire. Eh oui. Oui, c'est celui qui fait plus rien après. Eh oui. Alors, c'est ça qui est problématique. Mais le fait de rompre pour pouvoir faire autre chose après, ça c'est naturel. On peut pas dire que même les actifs tout au long de la vie vont changer de métier, changer d'entreprise, changer de carrière, etc. Et dire aux jeunes, bon, voilà, il faut trouver une bonne fois pour toutes et s'y tenir. Mais Ça avant, marche pas, ça. avant de nous quitter, un mot chacun. Malheureusement, le temps presse, j'en suis désolé. Il faut remettre sur la table de nouveau une Pénico 2. Même si Muriel Pénicaud n'est plus aux manettes, est-ce qu'il faut tout remettre à plat ou est-ce qu'on garde le système et il faut le travailler un peu comme un sculpteur qui va travailler sur les côtés Sculpteur, je ne sais pas, mais vraisemblablement, la marche qu'on a franchie sur l'apprentissage est irréversible. En tout cas, moi, j'appelle de mes voeux. C'est-à-dire que vraisemblablement, on a franchi un pas qui était indispensable. C'est ancré. C'est ancré. C'est plus libre, c'est plus simple aussi hein, de créer des ressources et d'accompagner les apprentis vers les entreprises. Donc ça, à mon sens, c'est absolument pas à changer. Il y a probablement une économie générale du système qui est à voir. C'est-à-dire qu'il faut évidemment pouvoir le piloter à moyen terme sur un point de vue financier. Il y a 4 et là, milliards qui se baladent là. c'est un levier de politique de la jeunesse. Ouais. Donc il y a peut-être à voir aussi à élargir l'ensemble des contributeurs de la politique d'apprentissage, clairement. Un mot, Antoine Fouché, je ne peux pas reprendre votre argument, mais peut-être qu'aujourd'hui, comme on cherche beaucoup d'apprentis, il n'y a peut-être plus besoin de donner 8 000 et 5 000 pour certains. Il y a ça, mais de toute façon. Je m'autorise, hein, Il y a ça, mais de toute façon, c'est 3 milliards d'euros les aides Donc, de toute façon, même si on les baisse de 30%, ce qui serait déjà une grosse économie, on économise qu'1 milliard. Et donc, il y a pas, on Il est reste face à encore un 3 problème milliards. structurel qui est que la croissance, enfin, le financement de l'apprentissage, il est basé sur la masse salariale. Or, la masse salariale, elle croît de 3-4% par an. Ouais. L'apprentissage, il a cru de 16, puis 40, puis 35, et cette année, sans doute 10-15. C'est une explosion. Donc il y a un effet ciseau qui est structurel. Donc ça va se ralentir, mais quand même, de toute façon, on a un gap qui est Victime de structurel, votre succès. pas conjoncturel. Et ce qu'on dit Claire et Pascal, je m'y associe à 150%, c'est que c'est un investissement, l'apprentissage. Mais bien Et la sûr. question, c'est quel est l'effort que la nation veut faire sur cet consentir pour sa investissement. jeunesse. Et je rappelle, et après je me tais, que nous sommes le 13e pays du monde C'est vrai. en termes d'investissement sur la jeunesse. C'est pas très glorieux pour la 5e puissance du monde d'être le 13e. Et nous sommes le 2e du monde Ouais. sur les retraites. Ouais, juste pour la enfoncer retraite. On n'ouvre pas le débat. Enfoncer Vous avez les- 10 secondes. Je dis ça, Ouais, 10 13e, secondes. 2e, voilà. Après, Qu'on c'est nous un choix de permette société. pour de bon de concourir aux objectifs éducatifs de la nation, puisque c'est ce qui fonde le Code du travail. Le premier article, c'est quel investissement, et non plus charge, on veut pour l'apprentissage en France sur les 10 ans à venir. Que veut-on faire de notre jeunesse? C'est Aussi. l'enjeu qui est posé Ouais, à travers ce exact. débat ancré, l'apprentissage est ancré. J'irais dans notre culture, il faut peut-être le transformer, l'aménager, l'améliorer. Merci de m'avoir éclairé, nous avoir éclairé sur ce sujet qui est très important et qu'on va suivre de près parce qu'il y a aussi la réforme de l'assurance chômage, de la VAE et il y a peut-être des impacts. Et voilà, et vous reviendrez nous en parler. Merci Antoine Fouché, président de Quintet Conseil, par ailleurs directeur de cabinet de Muriel Pénicaud. Donc, vous étiez une des chevilles ouvrières de cette loi.
l'emploi que vous connaissez bien. Merci à Pascal Picot, président de la FNADIR, ce sont les CFA, le réseau des CFA, et merci à Claire Kécha, déléguée générale, les acteurs de la compétence, notre jeunesse et les enjeux de notre jeunesse. Merci à vous. On termine avec Fenêtre sur l'emploi. On ne va pas être dépaysé, on parle des métiers de la nature. Vous savez, ces métiers qui sont passionnants, qui attirent de plus en plus, notamment des salariés en reconversion, et ils recrutent. C'est tout de suite. Fenêtre sur l'emploi, pour rester dans l'esprit de la formation, de l'accompagnement des jeunes dans certains secteurs, et notamment des métiers de la nature. Alors c'est du plein air, mais d'ailleurs pas seulement. On en parle avec Philippe Poussin. Bonjour, ravi de vous accueillir sur le plateau. Vous êtes le secrétaire général de la CNEAP, alors qui représente un réseau d'établissements d'enseignement privés et de centres de formation des métiers de la nature et du vivant. Je trouve ça très beau, les métiers de la nature et du vivant. D'abord, juste un mot pour resituer les enjeux. Les métiers de la nature du vivant, c'est quoi? C'est pépiniériste, c'est tous ceux qui sont paysagistes, les espaces verts? C'est l'ensemble des métiers qui sont proposés dans les formations issues du ministère de l'Agriculture. Donc ça touche effectivement le paysage, l'horticulture, mais aussi l'élevage, en fait le maraîchage, les industries de transformation également qui touchent le vivant. Donc les abattoirs? Les abattoirs. Les industries de transformation agroalimentaire également, donc la fabrication de plats cuisinés. C'est très très large. C'est extrêmement large. Et puis une partie qu'on ignore aussi beaucoup, parce que ça représente pratiquement 40% du total, c'est le service aux personnes. On considère en fait que l'enseignement agricole ne touche que l'agriculture, mais c'est faux. Le service à personne, parce qu'en zone rurale, il y a des besoins de services exactement comme ceux qui existent dans les villes. Les gens ont besoin des mêmes choses. Et donc le ministère de l'Agriculture propose ça. Donc des services de quoi? Services de proximité, en fait, des gens qui vont travailler en puériculture, qui vont travailler dans les crèches, dans des maisons de retraite. Vous allez jusque-là? Oui. On est un peu loin du monde, on est sur les terres rurales, mais on n'est pas dans les métiers du vivant là. Encore qu'un bébé est très vivant. On peut considérer que les hommes font partie du vivant. Du vivant. Donc vous avez élargi le vivant jusqu'aux hommes. C'est-à-dire que ça existe depuis très longtemps. C'est les anciennes écoles ménagères qui existaient dans les années 1900. C'est vrai, c'est vrai. Et donc ça, vous intégrez. Absolument. Et ça représente un secteur de combien? Parce que c'est gigantesque ce que vous nous décrivez là. C'est gigantesque, mais le nombre de personnes formées est très faible. Il y a un peu moins de 200 000 jeunes formés dans le ministère de l'Agriculture. Sondage Via Voice, très intéressant parce que c'est un sondage qui date d'août, donc il est très très frais. Août 2022, 83% des jeunes Français de moins de 30 ans pourraient y travailler dans les secteurs que vous évoquez, et 8 actifs sur 10 pourraient s'y reconvertir. Commençons par ceux qui voudraient y travailler. Est-ce que votre secteur est enclin aussi aux difficultés de recrutement comme beaucoup d'autres secteurs? Énorme. Parce que le sondage indique bien, en fait, 80% des personnes pourraient y travailler. Parce que le salaire, ça bloque, hein, le sondage dit. Alors, le problème, c'est les salaires, la difficulté du métier et la difficulté d'accès, en fait, à une espèce de connaissance, dans le fond, de l'ensemble de ces métiers. Donc, en fait, quand on cumule les trois, problème de salaire, problème d'image de marque, pas forcément toujours valorisante, difficulté du métier et difficulté d'accès au fait que ces métiers existent, ça pose beaucoup de problèmes aux jeunes. Donc il y a le problème de la rémunération. J'ai vu qu'il y avait un autre réseau, Nexem, je crois, qui commençait à monter au créneau sur la faiblesse des rémunérations dans le réseau associatif social. On frôle, pas très très loin, les zones rurales. C'est un vrai sujet qui est soulevé, la rémunération. En revanche, je lis quand même une petite lueur d'espoir, c'est les gens qui se reconvertissent, qui ont une vie, je dirais, en ville ou en entreprise et qui disent « change de monde, je fais autre chose ». Alors, il y a eu une accélération de ce processus avec la Covid. Le premier confinement, en fait, a fait réfléchir les gens, je pense, par rapport à l'habitat urbain. On sait qu'il y a eu une immigration, quelque part, en fait, vers la ruralité, des gens qui se sont achetés des maisons, qui ont vécu le confinement dans les régions. Et de fait, ils se sont posé la question de savoir si finalement leur projet professionnel, qui est un projet très urbain, on va dire cadre centre-ville, pour simplifier les choses un peu caricaturalement, ne pouvait pas en fait conduire à autre chose, des métiers qui sont considérés par eux comme plus utiles, on peut en débattre à l'infini, autour justement de la question du vivant. Votre action, vous, parce que vous êtes une fédération, l'idée c'est de pouvoir vendre ces métiers, et vous le faites d'ailleurs sur ce plateau, c'est quoi? C'est recréer de l'attractivité, c'est parler de ces métiers, faire des campagnes pour évoquer l'intérêt et la diversité de ces métiers? C'est d'abord, je crois, les faire connaître. Il y a un gros déficit en fait de connaissances, tout simplement, que ces métiers existent. Alors avec une pointe d'humour, si vous me permettez ça, on peut dire que la Covid nous a rendu service. Parce que la Covid a permis en fait de montrer deux choses. Premièrement, que malgré le confinement, il n'y a pas eu de rupture en fait dans l'alimentation en France. Il n'y a pas eu de rupture de stock. C'est vrai. Bon. Donc ça veut dire que le monde agricole français était capable en fait d'assumer sa fonction de nourrir la population. Deuxième chose, comme on était dans une crise sanitaire, il a fallu en fait qu'on renforce la proximité des services sanitaires auprès des personnes.
C'est l'autre volet en fait de ce que nous faisons. Et de fait, ça a permis de donner une notoriété à ceux qu'on appelait fut un temps les héros du quotidien. C'est vrai. Et qui relèvent en fait de ces métiers-là. Aujourd'hui, ceux qui veulent aller sur votre fédération, ils auront accès à quoi? À différentes structures, des propositions de CFA, des écoles, des formations, des métiers directement? Oui, c'est ça. Nous, en fait, notre réseau est un réseau en fait, d'enseignement professionnel. Donc, on a à peu près 180 lycées qui forment en formation initiale scolaire, mais aussi un réseau en fait, de CFA et de centres de formation continue, puisque c'est la totalité des 3 voies de formation qui sont proposées et accessibles. Et qui fait écho à notre débat précédent. Alors, au débat précédent, bien sûr, avec les personnes de la FNADIR ou des acteurs de la compétence. Vous les connaissez bien. On les connaît bien. Merci Philippe Poussin d'être venu nous parler de ces métiers du vivant, beaucoup plus large que ce que j'avais imaginé avant de vous rencontrer, avec un spectre large, une attractivité, des métiers à découvrir et des métiers dont il faut s'emparer, en zone rurale notamment, mais d'ailleurs pas seulement. Merci Philippe Poussin, secrétaire général du CNEAP, réseau d'établissements privés d'enseignement agricole et de centres de formation de métiers. Je ne veux pas les oublier. C'est la fin de notre émission. Merci à toute l'équipe, merci à tous ceux qui m'ont accompagné, merci à notre ami réalisateur, merci à Alexis pour le son et merci à Nicolas Juchat qui m'accompagnait tout au long de cette émission. Et comme chaque jour, on termine, et vous le savez, dans un instant, le rendez-vous Restart, c'est le 2e volet de Restart, la création, 5e semaine de la création d'entreprises et de reprise d'entreprises à l'initiative de Pôle emploi. Des portraits chaque jour et un nouveau portrait de demandeur d'emploi. Il va nous expliquer comment et pourquoi d'ailleurs il a choisi de créer sa propre entreprise. Merci à vous, je serai là demain évidemment pour un nouveau numéro de Smart Job. Merci, à demain. Cette séquence vous est présentée par Pôle emploi. Entreprenez votre avenir. Bonjour à toutes et bonjour à tous, semaine spéciale sur Bismart, la semaine Restart en partenariat avec Pôle emploi. 5 jours pour mettre en valeur et en perspective la création et la reprise d'entreprise. À cette occasion, nous avons décidé de donner la parole à des demandeurs d'emploi qui ont fait le choix de l'entrepreneuriat. C'est le cas de Andrea Abou, il est à Levallois-Perret et il a créé Eli. Bonjour. Bonjour Pierre. Eh bien, écoutez, de différents constats démographiques principalement, économiques également. Le Covid est passé par là, a réveillé des questions systémiques et a également réveillé un fléau qui est l'isolement des seniors. La croissance également démographique. Aujourd'hui, c'est environ une personne sur 4 qui a plus de 60 ans. Cela va passer à une personne sur 3 d'ici quelques années. Pour toutes ces raisons, nous avons conçu et nous développons encore actuellement Eli, qui sortira donc bientôt officiellement, si je puis dire. Deuxièmement, malheureusement, une poussée également d'isolement, avec plus de 716 000 personnes en état de mort sociale durant cette année de Covid qui vient de s'écouler. Donc pour toutes ces raisons, nous avons décidé de mettre la technologie au service de l'humain. Eli, c'est une application web à destination des personnes âgées de plus de 60 ans qui a donc pour vocation d'accompagner de manière personnalisée et avec simplicité à trouver des activités adaptées afin de rester en forme. En d'autres termes, c'est de la prévention au service du maintien à domicile aux meilleures conditions. La valeur ajoutée d'Eli, c'est de pouvoir, donc, comme je le disais, accompagner de manière personnalisée. Et donc personnalisé, ça veut dire pouvoir s'enquérir de votre profil, de vos besoins, de vos affinités, de ce qui fonctionne, de ce que vous aimez faire, pour pouvoir, donc, jour après jour, être davantage à vos côtés avec des activités qui soient adaptées. Et pour vous donner un exemple, cela peut être aujourd'hui un atelier d'activité physique adaptée, cela peut être un atelier d'inclusion numérique au centre social le plus proche de chez vous, cela peut être un cours de cuisine. L'idée, c'est une fois encore d'améliorer les conditions du bien vieillir à domicile. À titre personnel, j'ai également été confronté, de par ma mère qui a eu le statut d'aidant durant des années au chevet de mes grands-parents, et d'un autre côté également aux EHPAD. Pour toutes ces raisons, j'ai pensé qu'il y avait encore des choses à faire afin de faire tomber les murs des EHPAD et également de décharger les aidants. J'ai été confronté, ou plutôt une opportunité s'est présentée à moi, celle de la rupture conventionnelle collective de mon ancien employeur. J'ai pensé qu'il était temps, de par les questions systémiques que la crise du Covid a réveillées chez chacun d'entre nous,
d'emprunter une autre voie et donc de saisir cette opportunité. Et puis, à ce moment-là, Pôle emploi a été riche d'offres et de propositions. Notamment, je pense au premier dispositif qui s'appelle Sphère Emploi Créa, qui m'a permis de consolider cette intuition et de m'assurer que finalement, je pouvais le faire. Et puis ensuite, par l'accompagnement via la BGE Adil, je pense à Active Créa, je pense au parcours Entrepreneur Leader. Ce sont des parcours, des dispositifs à moindre coût, voire gratuits parfois, et qui sont extrêmement riches d'opportunités, puisqu'ils permettent là aussi de vous aiguiller, de vous mettre dans les bons rails. Financièrement, j'ai bénéficié de la prise en charge de Pôle emploi de certains de ces dispositifs et puis également de l'allocation de retour à l'emploi qui m'a permis là aussi de pouvoir voir le jour venir. Et puis 2023, ce sera l'année pour dépasser les portes du périph' et pour pouvoir commencer à s'adresser aux territoires ruraux et ailleurs. Andrea Abou, merci. L'entrepreneuriat comme alternative au salariat, suite demain de notre semaine spéciale Restart avec Pôle emploi.